Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Bienvenue dans notre podcast Comme à la maison. Merci. Merci à toi d'être venu. Ce podcast donne la parole aux acteurs des industries graphiques. On y découvre des métiers et c'est ce qu'on va faire avec toi aussi aujourd'hui. Donc tu es chef de fabrication aux ateliers Babouo. Tout à fait. Est-ce que pour commencer déjà tu peux nous dire ce qu'est une chef de fabrication ? Alors une chef de fabrication, c'est quelqu'un qui travaille à la fabrication, qui permet effectivement de faire le lien entre les clients et l'atelier. On s'occupe de tout ce qui est achat de matières premières, le suivi de la fabrication du produit. Quand il arrive effectivement chez nous, on fait tout le suivi de la fabrication, de la production. Donc je m'occupe aussi de la qualité, effectivement, de tous les contrôles qualité qui peuvent avoir lieu chez nous, notamment la dorure, le marquage à chaud. On va en parler après. On vérifie aussi l'assemblage, que tous les cahiers soient bien mis dans le bon sens. Alors ça peut paraître rigolo, mais c'est quand même mieux pour la lecture, effectivement. Ça, c'est vraiment les points les plus importants. Donc il y a des points de contrôle aux ateliers à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à chaque opération qui va être faite, il y a un contrôle qui va être opéré, soit par le bureau de fabrication, donc par moi ou par Amandine, qui est du coup fabricante aussi chez nous, ou par le contremaître, Fabrice. Donc il n'y a rien qui ne peut être lancé en fabrication sans qu'il y ait un contrôle préalable. Que ce soit à l'assemblage, la couture, la pasture en colle, le marquage à chaud, le montage des couvertures et l'emboîtage. Donc il y a la partie contrôle et puis il y a la partie coordination du coup de l'ensemble de la fabrication du livre. C'est aussi ça le rôle de... Ça fait aussi gérer toute la fiche de fabrication pour que chacun sache quels sont les objectifs à remplir, que ce soit en temps de production, que ce soit effectivement en qualité également, et toutes les informations techniques qui sont afférentes en fait à l'ouvrage. Alors tu nous as déjà donné quelques indications sur ce que sont les ateliers Babouo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors les ateliers Babouo, c'est une maison qui existe depuis 1923, ils ont été créés effectivement par une femme. Oui, c'est rare. Oui, c'est rare, surtout en 1923. Surtout en 1923. Donc effectivement, son mari était relieur manuel dans Paris et il est décédé. Donc avec son fils, elle a créé les ateliers Babouo. Qui était une petite maison qui a grossi au fur et à mesure. Donc les ateliers étaient installés à Paris. Ils ont été obligés de déménager en 1957 puisque du coup est arrivée une assembleuse 30 postes, donc qui permet d'assembler 30 souci cahiers. De place du coup. Voilà, donc un petit souci de place effectivement. Donc ils ont déménagé à Gentilly. Et puis du coup, entre-temps, la maison a été rachetée par les éditions Gallimard. Donc en 1938, les ateliers ont été rachetés par les éditions Gallimard. Et en 1972, il y a eu la création en fait, de la zone industrielle à Lagny-sur-Marne. Et donc ils ont implanté les ateliers Babouo et juste à côté la Sodis qui permet la distribution en fait, de tous les ouvrages des éditions Gallimard, mais pas que. Très bien. Alors du coup, c'est donc un atelier de façonnage. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y fabrique ? Alors, on reçoit le papier imprimé. Parce que ça, on ne sait pas le faire. Nous, chez nous, on n'a pas les outils pour le faire. Donc, on reçoit le papier imprimé, qu'il soit en feuille à plat ou en cahier plié roto. Et après, on le transforme pour que ça finisse effectivement par être un ouvrage. Alors, je crois qu'il y a un ouvrage spécifique que vous fabriquez. Alors, tout à fait. On fabrique spécifiquement la Pléiade des éditions Gallimard. Depuis la création en fait, de cette collection, depuis 1931. C'est toujours l'atelier qui l'a fabriqué. On est l'unique relieur de la Pléiade. Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est que la Pléiade. Ah oui, parce qu'effectivement, pour moi, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Enfin, ce n'est pas connu de tous, effectivement. Donc, on est sur un ouvrage qui est un ouvrage de poche, en fait. On est sur un format qui est relativement petit, en cuir, du coup, qui fait 0,4 mm, donc on est sur quelque chose qui est très très fin au niveau du cuir, doré en or véritable au niveau du dos. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne après sur la partie technique dans le détail. Non, il n'y a pas de souci, mais déjà qu'on explique ce que c'est que la Pléiade, l'objet en lui-même, pour que tout le monde soit ait l'information. Non, mais on va détailler au contraire la technique derrière. Au contraire, ça m'intéresse et je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est en tant que tel le livre, quoi, la Pléiade ? Alors, la collection de la Pléiade a été faite par Jacques Chiffrin et le but du jeu c'était de réunir
plusieurs œuvres d'un seul et même auteur dans un ouvrage. C'était vraiment un livre de voyage qui permettait effectivement d'être glissé dans les poches des gabardines et donc d'avoir plusieurs titres d'un seul et même auteur à disposition dans un ouvrage qui est relativement fin parce qu'on est sur un papier qui est très fin, du 36 grammes, et donc ça permet de composer cet ouvrage avec énormément d'œuvres à l'intérieur. Alors très bien, du coup tu viens de nous le dire un petit peu. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les caractéristiques techniques d'un livre de la Pléiade? Les caractéristiques techniques de la Pléiade, on est donc sur un ouvrage avec une couverture en cuir. Ouais. Donc un cuir qui est très fin, qui est très souple. Quand tu tiens un livre de la Pléiade, c'est vraiment quelque chose qui est très souple. J'ai lu une anecdote sur le cuir, est-ce qu'elle est réelle? Ah, dis-moi. Que c'était des moutons, je me rappelle plus, mais c'était des moutons spécifiques. Est-ce que tu as connaissance de cette anecdote? Je crois que c'est Gallimard qui la raconte d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est possible, du coup. C'est des moutons effectivement qui viennent de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande, c'est ça. Exactement, parce que du coup, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de barbelés. Donc les moutons sont dans des grands espaces et donc effectivement ça leur évite d'avoir des cicatrices au niveau de la peau et donc ça nous évite à nous de devoir écarter des morceaux de la peau dans lesquels il y aurait des cicatrices parce que pas de cicatrices effectivement sur les livres de la Pléiade. Donc l'anecdote est réelle. L'anecdote est réelle. Incroyable. Ok, pardon, je t'ai interrompu du coup sur le cuir. Pas de souci. Donc on est sur des ouvrages en cuir, donc il y a un cuir qui est très très fin. Il y a un marquage à chaud au niveau du dos de l'ouvrage qui est en or véritable. On est sur du 23 carats. Et du coup, comment vous le travaillez l'or quand il arrive? C'est des films d'or comme pour n'importe quel marquage qui du coup n'est pas de l'or véritable? Exactement. En fait, pour les marquages, on a un marquage à chaud sur cet ouvrage ici. Ouais. Du coup, donc grosso modo, c'est le même principe. C'est un rouleau. C'est un rouleau, c'est un film de dorure avec un rouleau. Donc, on a un film plastique. On a des apprêts qui sont mis dedans pour pouvoir bien le positionner, que ça reste collé effectivement sur la matière. Et on a de l'or véritable à l'intérieur. Du coup. Et donc ça, j'imagine que c'est fabriqué par un atelier spécifique. Il doit pas y avoir. C'est fabriqué par un atelier spécifique. On a déterminé effectivement un fournisseur, il n'y en a pas 36 effectivement, et c'est assez complexe effectivement dans la fabrication et dans l'approvisionnement également, du coup. Bah ouais, je lui mets croire parce que moi je savais pas que c'était de l'or véritable, en fait, je pensais que c'était un marquage à chaud classique, et j'étais assez impressionné de voir que c'était de l'or véritable. Ouais. Et du coup c'est vrai que le coût est important, ça pèse aussi dans le prix d'un ouvrage de la Pléiade évidemment, et surtout quand on connaît le cours de l'or, qui ne fait que augmenter. C'est un des plus gros postes effectivement en termes d'achat pour l'atelier. Ouais, je veux bien croire. Avec le cuir. Alors du coup, on a le cuir sur la couverture, on a le marquage sur le dos. Donc il y a le papier dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le papier Bible, papier très fin. On est sur un papier de 36 grammes, donc on est vraiment sur un papier qui est très très fin, qui paraît très fragile, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout, il est vraiment fabriqué exprès pour. Il a une très bonne opacité, ce qui fait que quand on lit sur le recto de la feuille, on ne lit pas le verso de la feuille. Ce qui est important quand même. Effectivement, c'est très important effectivement d'avoir cette opacité. Et donc c'est un papier, je l'ai appris il y a très peu de temps par Pascal Lenoir, qui est le directeur de production des éditions Gallimard. C'est un papier qui est garanti 100 ans en fait, par les papeteries du Léman qui le fabriquent du coup. Et il le fabrique spécifiquement, pour la Pléiade. Pour les éditions Gallimard, tout à fait. D'accord, je me demandais si du coup c'était utilisé aussi dans d'autres références. Ok, très intéressant sur cette fabrication-là. Est-ce que du coup, dans la manière de construire le livre, vous faites des choses spécifiquement que vous ne feriez pas de la même manière pour un autre livre? Alors, effectivement, toutes les opérations peuvent être assimilées, que ce soit pour la Pléiade ou pour d'autres ouvrages. On y apporte un soin tout particulier pour la Pléiade, puisqu'on a vraiment un certain nombre de points de contrôle, vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont vraiment très importants. C'est-à-dire qu'à chaque opération, il y a des contrôles qui sont effectués pour vérifier que tout est nickel et pour avoir au maximum le zéro défaut. Ouais. On tend vraiment au zéro défaut. Et alors, combien vous en faites, vous en produisez des livres? Alors, des livres de la Pléiade, ouais. Du coup, on fait à peu près 230-260 000 ouvrages par an. D'accord. Voilà. C'est énorme. Sans compter les agendas Pléiade,
qui sont en cours de fabrication actuellement dans nos ateliers, et sans compter du coup les albums. L'album Pléiade, en fait, c'est un ouvrage qui est fait une fois par an, qui va mettre en avant un auteur de la Pléiade, et là, ça va parler de sa vie, Enfin, c'est un côté un peu plus ludique, on va dire, que la Pléiade, et c'est vrai qu'on rentre vraiment dans la vie d'un auteur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc du coup, effectivement, les différentes opérations sont faisables et sur la Pléiade et sur d'autres livres. Après, on a un soin particulier sur la Pléiade parce que c'est notre raison d'être, clairement. Donc on y tient particulièrement. Oui, parce que c'est le plus gros de votre production, c'est la Pléiade. C'est notre plus gros client, les éditions Gallimard. Et donc c'est vrai que du coup, c'est notre essence. Donc effectivement, il y a tous les postes de contrôle effectivement qui sont à faire tout au long de la fabrication de la Pléiade. Mais c'est vrai que de la dorure en or véritable, on en fait très peu à côté. On avait eu l'occasion de le faire pour les éditions Citadel et Masno, sur des ouvrages dits luxe, donc des tirés à part. Mais sincèrement, on a très peu de personnes qui nous demandent ce genre de choses, parce qu'effectivement, ça a un coût assez important, et donc c'est rare qu'on nous le demande. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment une spécificité pour la Pléiade. Après, le travail du papier Bible, on le fait avec d'autres éditions, mais rarement sur un grammage aussi fin que celui de la Pléiade. Et sur la Pléiade, il faut quand même savoir qu'à l'époque, ils imprimaient le papier à des quantités assez importantes. Et donc, en fait, on a des stocks de papier de la Pléiade qui datent des années 80. Ah ouais ? Exactement. Et donc, à l'époque, le papier était pas plié. On le recevait à plat. Ok. Donc, il faut être en capacité de plier du papier Bible 36 grammes. Et ça, c'est un sacré savoir-faire. On est assez fiers de savoir le faire chez nous. Il a fallu vraiment trouver la machine qui puisse le faire. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs de machines. Il a fallu vraiment faire un travail de recherche et développement avec eux pour pouvoir avoir une machine spécifique pour nous qui puisse plier le papier 36 grammes. Donc ça fait partie effectivement des petites particularités de l'atelier. Alors c'est intéressant que tu parles des machines, parce que quand on parle de la Pléiade, on s'imagine beaucoup d'artisanat. J'imagine que ce n'est pas exactement le cas chez vous. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, ce travail industriel, cette spécificité que vous avez, et en même temps, j'allais dire, ce regard et ce contrôle, pour le coup, manuel. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant, ces deux dimensions-là. Surtout que ça va même encore plus loin, en fait. Donc, dans le principe, on a tous les outils industriels de n'importe quel relieur industriel dans le monde, on va dire. Donc on a toutes les machines nécessaires à la fabrication d'un livre, du coup. Malgré tout, on ne tourne jamais aux cadences données par les constructeurs. Le but du jeu, ça va vraiment être le contrôle, c'est-à-dire que c'est la personne en sortie de machine qui va donner le tempo et la cadence de la machine. Donc ça, c'est vraiment très particulier. Une autre petite particularité, parce que ça va lui permettre en fait de prendre le temps de contrôler les ouvrages. À la sortie de l'emboîtage, on a Cindy par exemple qui reprend chaque ouvrage et qui les réarrondit avant de les mettre sur palette. Donc mine de rien, tout ça prend un certain temps. Elle regarde rapidement si les tranches-fils sont correctement collées, si les signets sont bien en place, s'il n'y a pas de feuilles qui se sont déchirées à l'intérieur de l'ouvrage. On va peut-être juste dire ce que c'est qu'un tranche-fil. Ah pardon, du coup. Non, mais pour que... Une tranche-fil, en fait, ça habille effectivement le haut de l'ouvrage. Je peux vous montrer. Ah bah oui, très bien. Avec... j'ai des outils. Donc vous voyez, du coup, c'est la partie qui est juste ici qui permet de cacher la tête du livre et qui permet de cacher les surplus de colle en général qu'on peut avoir au dos du bloc papier à l'intérieur. Merci. Merci, petit livre. Donc voilà, donc c'est vraiment la partie... on n'est pas sur des cadences, on n'est pas sur de la productivité. Le but du jeu chez nous, c'est vraiment la qualité. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et on a aussi une petite spécificité particulière, c'est qu'en général, on a une machine et un poste de réparation. Ok. C'est-à-dire qu'au moment où on va monter les couvertures, donc quand on monte les couvertures, on a découpé le format cuir précédemment, on vient contre-coller des cartons à droite et à gauche aux extrémités de la peau, on va dire. On vient placer ce qu'on appelle une carte de dos. Donc ça, c'est ce qui va composer la couverture. On va venir remborder, donc remplier les extrémités, comme quand on fait un paquet cadeau, du coup pour que ce soit propre. Et là, ça peut arriver que la machine, il y ait des petites défaillances, que le cuir ne se laisse pas complètement faire, ne soit pas bien positionné. En sortie, donc on va trier les couvertures, les bonnes, les mauvaises, ou si le cuir s'est complètement fripé à l'intérieur, du coup la couverture elle est fichue, on ne pourra pas la récupérer. Et
les couvertures qu'on va pouvoir réparer. C'est-à-dire les couvertures qui, du coup, vont pas être recollées correctement au niveau du rembord. Donc ça, du coup, on a Claudine, par exemple, qui est au contrôle des couvertures, qui va défaire le rembord, venir le refaire au pinceau, et avec une petite rembordeuse, en fait, va venir, avec une petite machine qui chauffe, va venir refaire le pli pour que du coup tout soit bien rembordé. Tout soit propre et tout bien fait. Exactement. Ouais, donc il y a vraiment, en fait, vous utilisez des outils industriels, mais que vous domptez entre guillemets à votre rythme, avec un contrôle humain et un travail humain spécifique quand il y a besoin pour reprendre les ouvrages en cas de besoin. Donc on n'a pas des ouvriers chez nous, on a vraiment des compagnons, ils ont un vrai savoir-faire, ils ont un œil très aguerri et qui est très important pour nous, parce que c'est eux notre contrôle permanent. En fait, parce que la fabrication, c'est bien de contrôler le début de la production, mais on ne peut pas être partout dans l'atelier et vérifier la fabrication qui se fait. Donc c'est vraiment, on leur fait une confiance totale et on sait qu'ils sont très exigeants aussi, très très exigeants. Et donc c'est vrai que du coup, c'est notre garantie pour que les choses se passent le mieux possible dans l'atelier. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que vous êtes une entreprise du patrimoine vivant. Ah oui, tout à fait. Oui. Et non pas juste un atelier industriel de façonnage. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que c'est une entreprise du patrimoine vivant? Alors, du coup, on est en renouvellement là justement de label. Le but du jeu, c'était surtout de reconnaître le travail du personnel. En fait, mon ancien directeur, Michel Jandel, avait vraiment souhaité avoir ce label pour la reconnaissance du travail de nos compagnons. Voilà. Après, c'est pas... au niveau commercial, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que ça laisse entendre qu'on sera forcément beaucoup plus cher que d'autres sociétés. Donc du coup, c'est pas forcément ce qui nous sert le plus, mais on sait aussi qu'il y a quand même certaines entreprises pour lesquelles c'est important qu'on ait ce label-là en fait. C'est aussi une reconnaissance de votre travail et du fait justement que vous avez un regard d'artisan sur le travail que vous faites et sur tout le savoir-faire de mes et le savoir-faire. C'est hyper important de le reconnaître. Alors sur la Pléiade, la vraie question que tout le monde se pose, c'est de savoir comment sont choisis les auteurs qui vont être édités. Alors cette partie-là, c'est pas nous. Mais j'imagine que tu as quelques informations. C'est plutôt du coup, il me semble, il faudrait revérifier avec les éditions Gallimard, mais il y a des propositions qui sont faites effectivement. Et après, c'est décidé entre Antoine Gallimard, donc le grand patron, et Hugues Pradier, qui est le directeur de la Pléiade. Et donc, ils choisissent effectivement les auteurs qui vont rentrer dans la Pléiade. Et donc après, il y a un vrai travail éditorial de dingue, parce que c'est pas juste on prend un auteur et on l'édite. Il y a un vrai travail énorme éditorial aux éditions Gallimard, parce qu'il y a tout un système d'annotation en fait dans la Pléiade. C'est ce qui fait alors nous on fait la beauté extérieure de la Pléiade, le côté packaging on va dire, mais les éditions Gallimard travaillent vraiment sur les textes et il y a toute une série d'annotations au niveau des textes, au niveau littéraire, qui sont très importantes pour les personnes qui aiment acheter la Pléiade en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 signés d'ailleurs dans la Pléiade. Pour pouvoir... Un signé pour suivre la lecture et un signé pour suivre du coup les annotations, les notes à la fin. D'accord. Exactement. Très bien. C'est quand même pratique. Ben oui. Donc elle n'est pas que jolie, elle est aussi pensée. Pensée et pratique. Exactement, tout à fait. Et en ce qui vous concerne, vous faites des réassorts aussi, j'imagine, des rééditions? Tout à fait. Alors en fait, il y a comment dirais-je, il y a à peu près 12 nouveautés par an. Ok. Du coup. Donc soit c'est des refontes d'ouvrages qui ont été déjà faits, pardon. Là, on a les Descartes, œuvres 1 et 2, qui sont refondus, donc ils ont dû retravailler les textes et donc ils les ressortent en nouveautés. Donc ça, ce sera une des prochaines nouveautés. Là, actuellement, dans les ateliers, on est en train de fabriquer Lovecraft. Ok. Donc c'est un auteur qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est du coup... j'aurais pas forcément pensé le trouver effectivement dans la Pléiade. Et on doit sortir incessamment sous peu en librairie le Italo Calvino, donc qui est rentré tout récemment aussi dans la Pléiade. Donc voilà, là il y a pas mal de nouveautés qui sortent, donc ça c'est chouette. C'est vrai qu'il y a 2 périodes dans l'année, il y a à peu près vers le mois d'avril-mai, et puis là sur la période de la rentrée sur laquelle on a plusieurs nouveautés. Et donc effectivement après il y a tout le fond de la Pléiade, et donc il y a ce qu'on appelle des réimpressions. Donc les ouvrages vont être réimprimés à peu près à 3000 exemplaires. C'est imprimé en rotative, donc il y a 3 imprimeurs, 2 français et 1 allemand. Et donc du coup, nous on reçoit le papier après imprimé, on le transforme.
En général, du coup, les éditions Gallimard nous demandent de faire ce qu'on appelle un train de reliure, c'est-à-dire qu'on va prendre 1000 ou 1500 exemplaires. Donc on va le fabriquer en une ou en 3 fois, ou en 2 fois éventuellement. Et donc du coup, c'est quand les ventes se font bien, du coup, on reprend le papier. Donc on garde le papier chez nous en stock. Ok, voilà. Pas trop de problème de stockage? Pas de problème de stockage, on n'est pas très loin de la Marne. Ok. Donc on a une hygrométrie qui est plutôt pas mal. Et au niveau du magasin, pas de lumière directe pour pas jaunir le papier, pour pas l'altérer effectivement. Et donc pas de chauffage. Donc l'été c'est bien, il fait frais au magasin. L'hiver c'est moins sympa. Mais du coup au moins le papier lui ne bouge pas. Parce que je le disais tout à l'heure, on a du papier des années 80 qu'on peut encore plier chez nous. Donc du coup il faut effectivement que le papier se conserve relativement bien et retrouve une hygrométrie correcte chez nous. L'hygrométrie, c'est le taux d'humidité effectivement dans le papier. Ça permet effectivement de pouvoir correctement travailler le papier. Et notamment, nous par exemple, au niveau du jaspage, parce qu'on a ce qu'on appelle du jaspage en fait sur la tête de la Pléiade, c'est une coloration en fait du papier qui est faite. Et ça du coup, il faut que le papier soit un taux d'hygrométrie particulier, parce que si jamais on vient rajouter de l'eau sur du papier qui serait trop sec, on aurait quelque chose le papier en fait gondolerait et les fibres subiraient en fait cette problématique-là, et on aurait quelque chose qui serait pas joli au niveau de la tête de l'ouvrage. Ça, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas souvent, mais en fait, effectivement, l'humidité du papier, c'est extrêmement important à toutes les étapes, que ce soit à l'impression, au niveau du pliage, etc. Parce qu'effectivement, d'autant plus quand on est sur des choses plus spécifiques, mais c'est effectivement une question importante à laquelle on ne pense pas souvent. L'humidité et l'électrostatisme. Parce que là, du coup, sur des feuilles qui sont très fines, quand on commence à avoir de l'électrostatisme, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué à travailler, effectivement, et il se laisse moins faire, on va dire. Donc, on trouve des solutions pour le laisser le plus longtemps possible au frais. Enfin, voilà, il y a vraiment des temps de pause aussi au niveau de la fabrication de la Pléiade. On est sur 3 semaines de fabrication. C'est un peu comme en cuisine ou en pâtisserie, où on est obligé des fois de laisser poser ce qu'on est en train de fabriquer pour pouvoir le reprendre après pour l'étape suivante. Là, on est quand même avec du papier, de la colle. Dans la colle, il y a beaucoup d'eau. Donc, on vient rajouter de l'eau dans le papier. Ça fait jamais très bon ménage. Donc, il faut laisser le temps au temps pour que les choses puissent se restabiliser avant de passer à l'étape suivante. Donc, 3 semaines, ça peut sembler long, mais c'est le temps nécessaire pour faire un bon travail. Ouais, et c'est bien aussi de voir qu'on peut travailler en prenant le temps, parce qu'on est dans un monde où tout va très vite. Oui. Et c'est bien d'avoir le temps aussi de travailler et de faire toutes les étapes comme il faut pour pouvoir avoir un produit satisfaisant à la fin, quoi. Alors ça, c'est parfois compliqué à faire entendre, alors pas au niveau de la Pléiade, parce que il y a l'habitude, j'imagine. Voilà, il y a l'habitude. Mais c'est vrai que même avec d'autres clients, c'est vrai que c'est compliqué, où on est dans une société aujourd'hui où on appuie sur un bouton, on reçoit le lendemain... voire des fois même l'après-midi même suivant. Ben là du coup il faut laisser effectivement le temps au temps pour que les choses soient correctement faites et bien faites. Ouais, c'est important de garder ces étapes-là. Exactement, tout à fait. Top. Eh ben écoute, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Il y a juste une chose au niveau de la Pléiade, il y a un code couleur, il y a toute une charte graphique en fait qui est faite, je ne sais pas si tu le visualises, mais effectivement, du coup, on a par exemple le Havane pour le XXe siècle, le vert émeraude pour le XIXe. Donc voilà, il y a une couleur par siècle ou par période. Ce qui est assez joli, c'est que par exemple, on a ce qu'on appelle le gris religion, donc le Coran qui est édité dans la Pléiade est de la même couleur que la Bible. Et ça, je trouve ça assez poétique du coup pour être dit. Et après, effectivement, pour chaque couleur de cuir, on a la couleur des gardes, le papier de garde qui va être... donc des premières pages intérieures. Les premières pages intérieures, effectivement. La couleur du jaspage, dont j'ai parlé donc sur la tête de l'ouvrage. La tranche fil, dont on a parlé tout à l'heure. Le signet également. Donc il y a vraiment une charte graphique qui est très spécifique et qu'il faut suivre absolument. Maintenant, la future question, c'est de quelle couleur sera le XXIe siècle pour la Pléiade? Ah bah écoute, c'est une bonne ouverture pour la suite. J'ai hâte que les éditions Gallimard nous mettent sur le sujet. Ben, merci beaucoup, c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses, donc moi je pense que c'était super bien de pouvoir aborder la question de la création d'un livre à travers la Pléiade, et je suis sûr et certain que les gens qui nous écoutent auront eux aussi appris pas mal de choses. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup Damien.